Mesdames et messieurs, chères auditrices et chers auditeurs du Collège de France, bienvenue à la 9e et dernière séance de ce cours de l'année 2021, cours en ligne consacré à l'histoire mondiale du Louvre, à une histoire mondiale du Louvre. Depuis la première séance, je tente avec vous, et j'ai tenté lors des séances qui viennent de nous occuper, de proposer une histoire relationnelle du Louvre, une histoire des relations du Louvre avec le reste du monde, une histoire relationnelle qui, arrivée aujourd'hui à notre dernière séance, m'invite à citer l'artiste sud-africain William Kentridge, avec lequel nous allons faire connaissance pour les uns ou que nous allons rencontrer tout à l'heure pour les autres. Kentridge, qui, à propos de son œuvre, dit lui-même « La pièce finale n'est ainsi qu'une possibilité parmi de nombreuses autres ». Et je prends volontiers à mon compte cette remarque en vous signalant, vous me rappelant que la pièce finale, la pièce d'aujourd'hui, qui je l'espère, donne un sens rétrospectif à toutes les séances que nous avons eues jusqu'à maintenant et montre le lien très fort qui les unissait. Cette pièce finale, la forme que ce cours a prise, n'est qu'une forme parmi d'autres, une forme possible. C'était un parcours dans l'histoire du Louvre, mais on peut en imaginer un grand nombre d'autres. Je rappelle au début, sans trop y insister, mais presque en début de séance, en guise de conclusion, comment nous avons travaillé et les aspects que nous avons mis en évidence lors des séances précédentes, et je vous renvoie pour creuser ces séances évidemment au cours d'avant. Dès le premier cours intitulé Lieu, dès la première séance, nous nous sommes intéressés à la part étrangère de l'institution Louvre, d'abord dans son architecture, et nous avons vu comment des architectes étrangers, non seulement Yeo Ming-pei au XXe siècle, mais aussi le cavalier Bernin, Gian Lorenzo Bernini, au XVIIe siècle, avaient pu se heurter à titre d'étrangers au milieu des architectes parisiens. Je vous montre ici le principal opposant du Bernin à Paris à la cour du roi. Il s'agit de Charles Perrault, celui des comtes de Perrault, qui dans ses mémoires se vante d'avoir beaucoup insisté sur le fait que le travail du Bernin aurait pu faire honte à la France, ce qui explique que la colonnade du Louvre a été donnée en commission aux frères de Charles Perrault, d'où son nom, la colonnade de Perrault, tandis que les plans dessinés par le Bernin n'ont jamais été réalisés. Dans la troisième séance intitulée Regards, nous nous sommes intéressés aux visiteurs du Louvre et notamment à la manière dont des visiteurs venus d'un contexte non occidental, notamment peut-être des Asiatiques, pouvaient porter un regard différent sur le type d'œuvres conservées au Louvre. Nous avons suivi un dialogue passionnant entre un professeur de littérature française de l'université de Wuhan et l'une de ses collègues philosophes françaises sur la question de l'individualité et de la relationnalité dans les cultures respectives par rapport aux œuvres qu'on peut voir au Louvre. Puis, dans la séance intitulée « Écoles étrangères », nous nous sommes intéressés très spécifiquement à ce terme d'étranger, de peinture étrangère, d'école étrangère, que le Louvre a souvent utilisé à partir des années 1900, et pour comprendre ce que peut être une peinture étrangère dans un musée qui se dit universel, nous sommes allés au contact d'expertes et d'experts, Michela Passini, Henri Kizor et Neville Rollet, qui sont trois jeunes historiens de l'art brillants et qui chacun pour le siècle dans lequel ils ont leur expertise, le 15e, le 17e et le 19e siècle, nous ont donné leur vue sur la question. La cinquième séance consacrée au Louvre et à la Bible nous a montré comment au 19e siècle, notamment les différents nations européennes se sont appropriées matériellement et intellectuellement, mais aussi mais bien matériellement, un espace qui correspond aujourd'hui à celui notamment de l'Irak et de l'Iran, mais aussi de la Syrie, du Liban et aussi de la Turquie, en allant y pratiquer ce qu'ils appelaient de l'archéologie biblique, c'est-à-dire chercher les traces de ce qu'ils ont construit comme un récit du nous chrétien, du nous occidental. Je vous renvoie à cette séance pour voir combien non seulement la France, mais aussi la Grande-Bretagne et l'Allemagne ont été présents dans ces régions et en ont extrait l'histoire enfouie dans le sous-sol jusqu'au 19e siècle. Dans le sixième cours intitulé Géopolitique des fouilles, nous avons mis l'accent d'une part sur les liens très forts entre politique et appropriation de l'Antiquité
présente dans l'espace méditerranéen notamment, mais aussi sur la géopoétique, c'est-à-dire sur la manière dont un récit orientaliste a pu donner une vue pittoresque de la manière dont des antiquités ont pu être extraites et transportées dans les capitales européennes. Et nous avons vu comment cette manière orientaliste, pittoresque de décrire les choses avait pu faire un écran par rapport à la réalité, à la violence symbolique et réelle liée à ce type d'extraction. Dans le cours intitulé « Dedans, dehors », nous sommes interrogés sur la part notamment africaine du musée du Louvre et nous avons vu comment au XXIe siècle, donc tardivement dans son histoire, il avait tenté de faire revenir en son sein des cultures non européennes qui en avaient été exclues au fil du XIXe siècle. Je vous montre ici une photo prise à l'occasion du 10e anniversaire de l'ouverture de la salle dite des Sessions au Louvre, où sont présentées des œuvres du musée du Quai Branly, salle des Sessions qui avait causé des soucis diplomatiques, puisque notamment les œuvres provenant de la culture NOC, c'est-à-dire de l'actuel Nigeria, avaient été acquises en toute connaissance de cause pour être représentées au Louvre sur le marché de l'art illégal et avaient dû être restituées au Nigeria. Pour ceux que ça intéresse, je vous indique les cotes relatives à ces dossiers aux archives nationales. Elles sont marquées ici en rouge. Le cours de la semaine dernière était également consacré à la part de l'autre et au danger que peut représenter l'autre dans des contextes de conflits internationaux. Nous avons surtout évoqué la guerre de 1870 et la Première Guerre mondiale, trop peu la Seconde Guerre mondiale, peut-être trop peu parce que les événements qui ont lié le Louvre à la Seconde Guerre mondiale sont mieux connus. J'ai simplement ouvert vers la Russie avec l'évocation du film Francophonia d'Alexandre Sokourov, mais évidemment, et je tiens à le rappeler ici, l'histoire du Louvre pendant la Seconde Guerre mondiale est indissociable de l'histoire de la spoliation des familles juives par non seulement les nazis, mais aussi par tous les collaborateurs, y compris dans le marché de l'art, qui ont pu favoriser en France ces expropriations. Le Louvre s'occupe de manière très intensive lui-même désormais de ces questions, notamment par la présence d'Emmanuel Pollack, qui travaille sur ces questions au Louvre maintenant depuis 2020. Et je renvoie tous ceux et toutes celles qui souhaitent en savoir plus, un colloque remarquable que l'on peut consulter en ligne, 4 heures d'intervention de très haut niveau sur les acquisitions du Louvre entre 1933 et 1945, premier bilan, un colloque donc organisé par le Louvre lui-même sur ces questions. Et nous voici arrivés aujourd'hui au cours intitulé « Fécondation ». Je vais essayer de montrer que le Louvre, un musée comme le Louvre, institution politique, institution nationale aussi, institution de certaines formes de nationalisme au XIXe siècle notamment, est aussi un lieu où la culture se fait au contact direct entre des artistes et des artistes. Pour ce cours, j'ai organisé les choses en 3 volets qui s'intitulent 1 œil pour œil, 2 Kentridge et 3 Morrison. Et un objet du jour précède ces 3 volets. Cet objet du jour, c'est moins un objet qu'un regard, le regard que certains d'entre vous connaissent peut-être ou certainement, le regard de celui qu'on appelle le scribe accroupi. C'est en fait un scribe assis en tailleur, une œuvre de l'Antiquité égyptienne dont la particularité est liée à la matérialité de ses yeux qui sont en cristal de roche incrusté et qui donnent à cette sculpture un regard qui fait qu'on se sent observé par l'œuvre d'art, nous autres mortels, quand on passe devant elle. D'ailleurs, le Louvre, sur son site internet, invite les visiteurs à faire cette expérience du regard de l'œuvre d'art éternelle qui vous sonde. Il écrit: son regard fascinant a contribué à le rendre célèbre. Ses yeux, incrustés dans du cristal de roche, paraissent vivants. Venez en faire l'expérience. Si vous le regardez en vous déplaçant autour de la vitrine, vous aurez l'impression qu'il vous suit des yeux. Et c'est exactement ce que je voudrais faire aujourd'hui, rappeler que les œuvres d'art dans un musée comme le Louvre sont des œuvres qui sont depuis plusieurs milliers d'années sur Terre, qui existent, tandis que nous autres, les mortels, passons devant elles, et ce sont peut-être elles qui nous regardent, ou en tout cas elles qui nous donnent des pistes pour nous comprendre nous-mêmes. Je vais y revenir. Un mot quand même, tout de même, sur la provenance de ce scribe dit accroupi, parce qu'elle va dans le sens de tout ce que nous avons dit depuis le début de ce cours. La pièce a été trouvée en 1850 par le célèbre égyptologue français
Auguste Mariette, auquel un non moins célèbre égyptologue, Gaston Maspero, a consacré une notice biographique sur laquelle il revient sur la trouvaille du scribe. Je vous lis quelques extraits. On est en 1850, on est à Saqqara, donc en Égypte. Les fouilles constituaient alors comme aujourd'hui le monopole du gouvernement. Toutes les antiquités découvertes ou à découvrir en territoire égyptien étaient la priorité du pacha et nul ne pouvait les mettre au jour, s'en emparer, les vendre, les exporter, sans avoir obtenu au préalable un firman qui l'y autorisât. Les agents des puissances étrangères avaient dû se plier à cette loi. Écrit Gaston Maspero, et il poursuit « À dire vrai, les indigènes et les Levantins ou les Européens établis en Égypte ne s'en souciaient guère. À Saqqara même, le consul général d'Autriche, M. de Huba, le marchand Fernandez, le révérend Lieders, Janowitsch, Lanzone et Massara et 20 autres soudoyaient des bandes d'indigènes qui ravageaient les nécropoles sans se cacher. Ces rivaux, établis sur les lieux de longtemps, ne verraient certes pas d'un bon œil l'intrus, c'est-à-dire Mariette, qui venait leur disputer une part de leur butin. Ils le toléreraient peut-être tant qu'il n'aurait pas une fortune trop insolente, mais si la chance se déclarait en sa faveur, ils n'hésiteraient pas à lui jouer tous les tours imaginables et leur premier soin serait d'attirer l'attention du pacha sur l'illégalité de ses recherches. Il ne tarda pas à en faire l'expérience. Donc, le scribe accroupi, cette pièce maîtresse du Louvre, et un très grand nombre d'autres pièces trouvées à Saqqara par Mariette sont finalement venues au Louvre, mais ces fouilles ont lieu dès les années 1850 dans un contexte d'illégalité. Si vous voulez en savoir plus sur l'histoire de la provenance de ce fascinant scribe, je vous renvoie à un travail de l'égyptologue Jean Capart dans les années 20, Le nom du scribe du Louvre, qui revient sur la provenance de cette pièce. Et vous vous souvenez qu'on avait vu Léopold Sédar Senghor, le premier président du Sénégal devenu autonome au début des années 60, en compagnie d'André Malraux, porter leur regard sur le regard du scribe. Et on s'était interrogé sur ce que pouvaient penser l'un et l'autre, le Sénégalais au moment des indépendances des pays africains qui peut-être repensaient aux travaux de Cheikh Anta Diop et à l'idée selon laquelle la culture africaine au sud du Sahara était extrêmement liée à celle de l'Égypte, et l'autre, l'Européen, André Malraux, qui peut-être, lui, pense à cette civilisation égyptienne qui serait venue en passant par la Grèce en Europe et aurait fructifié l'Europe. C'est une réflexion que j'avais évoquée lors de la séance intitulée « Regard ». Mais entrons dans le sujet d'aujourd'hui avec ce premier volet intitulé « Œil pour œil ». Vous vous souvenez que dans les cours précédents, notamment dans le cours de 2015, j'avais attiré l'attention sur certains processus d'appropriation esthétique de tableaux conservés au Louvre, notamment autour de 1800, lorsque des Allemands s'étaient inspirés de la peinture allemande qu'ils ont pu voir au Louvre pour en faire eux-mêmes autre chose, notamment un portrait de Napoléon, comme vous le voyez ici sur la gauche. Autour de 1900, j'avais souvent pris l'exemple de Rainer Maria Rilke, le poète qui s'inspire des œuvres notamment égyptiennes qu'il voit au Louvre étant tout jeune homme. Et puis, j'avais évoqué aussi dans les années 2000 le lien entre les prises de trophées effectuées à Pékin au Palais d'été et, par exemple, le travail d'un artiste contemporain comme Ai Weiwei. J'avais aussi évoqué le fait qu'un jeune peintre comme Turner, en 1802, était venu au Louvre et que dans les carnets, on voyait un travail sur la couleur de certains tableaux comme celui-ci, cette femme au miroir du Titien. Et ce que je voudrais dire dans cette première partie rapidement, c'est que les liens entre des œuvres d'art anciennes et des artistes peuvent être aussi compris entre artistes de différentes générations, au sens où, par exemple, Turner allant au Louvre à l'âge de 20 ans, peint, regarde le Titien, note les couleurs, et si on fait un bond dans le XXe siècle, on peut voir qu'un jeune artiste allemand originaire de RDA, Georg Baselitz, que vous voyez ici, tout jeune homme, lorsqu'il est à Paris en 1961, après avoir quitté la RDA, c'est l'année de la construction du mur de Berlin qui sépare la RDA désormais de la RFA, Baselitz vient à Paris et lui aussi va aller au Louvre et noter les couleurs de certains tableaux, notamment les couleurs de la Sainte Conversation de Pontormo, que vous voyez ici, noté de mémoire de retour chez lui. Donc, on voit qu'un artiste comme Turner autour de 1800 et un artiste allemand de l'Est
autour de 1960 vont porter leur regard sur le même type de questionnement technique, artistique, de couleur, par le biais d'œuvres rencontrées au Louvre, au-delà du temps et au-delà des générations, pour ainsi dire. Évidemment, il serait très intéressant de consacrer un cours entier ou même plusieurs cours à l'histoire de ces fécondations, de montrer de manière systématique comment des générations d'individualités, d'artistes, ont pu entrer en contact avec l'individualité de générations d'œuvres d'art, pour ainsi dire, et que le temps des œuvres et le temps des artistes sont entrés en contact dans un lieu comme le Louvre, donc, en se défiant des frontières temporelles et des frontières géographiques pour créer quelque chose de nouveau. Ça aussi, c'est une histoire mondiale du Louvre, une histoire des deux temps, le temps du visiteur et le temps de l'œuvre, qui entrent en contact et qui forment une explosion, une germination, une chose nouvelle. Et cette histoire-là serait une autre histoire que celle que nous avons tenté d'élaborer ensemble, qui s'intéressait, elle, plutôt au temps du milieu, celui que j'ai appelé le temps invisible dans des cours précédents, le temps du moment où les œuvres sont arrivées dans les collections. Hein. Souvenez-vous, il y a 3 temps principaux au musée, il y en a sûrement plus, mais au moins 3, le temps des œuvres, le temps des visiteurs, et quand les musées fonctionnent bien, ces 2 temps entrent en contact, et puis il y a le temps du milieu que les musées montrent peu ou ne montrent pas, qui est le temps du moment de l'acquisition, et ce temps-là, ce temps invisible, est un temps très politique, comme nous l'avons montré, et c'est le sujet qui nous a principalement occupés aujourd'hui, mais ces quelques exemples ici, œil pour œil, montrent ou suggèrent qu'on pourrait écrire une histoire qui serait simplement une histoire, disons, esthétique de l'abolition du temps, de l'entrée en contact de différentes formes d'éternité, si on veut. Je vais le faire d'une certaine manière, mais en liant tout de même ces germinations poétiques, artistiques, esthétiques aux questions politiques, avec les 2 exemples qui vont suivre. Vous vous souvenez que les 2 volets suivants s'intitulent Kentridge et Morrison, et il s'agit de l'artiste déjà cité William Kentridge et de Toni Morrison, la grande femme écrivain américaine, prix Nobel de littérature. Et avant de les évoquer l'un et l'autre, il faut que j'évoque un directeur du Louvre que je n'ai pas évoqué jusqu'à présent. Il a été question de Georges Sale de manière insistante, il a été question de Pierre Rosenberg, de Michel Laclotte, mais je n'avais pas évoqué jusqu'à présent le travail mené par Henri Loiret, qui, dans les années 2000, a tenté d'ouvrir le Louvre au monde d'une manière différente de celle qui passerait par simplement le travail sur les collections ou sur la provenance des collections. Il a proposé notamment l'invitation d'artistes étrangers qui ont porté leur regard très particulier sur le Louvre. Lors d'une interview, Loiret déclarait en 2012 « Le Louvre a négligé des mondes entiers, au pluriel, et il indiquait que, à ce moment-là, en 2012, que le Louvre venait de se doter d'un département des arts de l'islam, auquel évidemment il aurait aussi fallu consacrer une séance complète lors de ce cours. Il faudra le faire à l'avenir. Dans cette interview, à l'occasion de l'ouverture du département des arts de l'islam, Henri Loiret revenait sur la manière dont le Louvre, au XIXe siècle et au XXe siècle, s'était restreint lui-même, s'était auto-centré, était devenu un musée européen, ce musée de chez nous, comme, souvenez-vous, le disait Georges Sale. Je cite Henri Loiret ici. Donc, on lui demande un département tel que celui consacré aux arts de l'islam, cela est nouveau pour le Louvre, et la réponse est la suivante. Le Louvre avait donc déjà cette vocation-là à l'origine. Au 19e et 20e siècle, on a un peu méprisé tout ce qui était aux marges, tout ce qui n'entrait pas dans nos façons de voir. Le Louvre a ainsi négligé des mondes entiers, le monde américain par exemple. C'est quelque chose de tout à fait inadmissible. Nous allons ainsi prochainement ouvrir un département des arts de Byzance et des chrétientés d'Orient. Notre musée a la vocation d'aller de l'avant sans cesse, et c'est cela qui est excitant. Donc, une ouverture en termes de collection, de département, mais aussi sous la présidence d'Henri Loiret, une invitation d'artistes étrangers qu'on n'aurait peut-être pas attendus au Louvre et qui ont été invités dans différents cycles successifs à proposer des expositions dans le cadre de l'institution. L'un d'eux
a été donc William Kentridge, artiste de Johannesburg, en Afrique du Sud, que je vous montre ici, qui est un artiste moins connu en France que dans d'autres pays du monde, dont je voudrais évoquer rapidement le travail au sein du Louvre et en connexion avec les collections du Louvre. En 2010, William Kentridge a été invité par le Louvre, parallèlement à une exposition qu'il présentait au musée du Jeu de Paume, pour interagir avec une partie des collections. Et cette partie des collections qu'il a choisie a été le département des antiquités égyptiennes. Vous voyez ici l'affiche consacrée à cette exposition à l'été 2010, William Kentridge, Carnet d'Égypte, qui se situait dans deux salles très distantes l'une de l'autre du musée. Dans le cadre de cette exposition, qui a donné lieu à la publication d'un intéressant catalogue avec peu de textes et beaucoup d'images, dont je vous montre la couverture ici, dans le cadre de cette exposition, Kentridge a travaillé comme il le fait à une appropriation de certaines œuvres du musée du Louvre. Et dans un court texte que j'aimerais citer dans ce catalogue, il revient sur sa manière de faire sienne les collections du Louvre ou pas. Je remercie particulièrement Marie Tchernia de m'avoir aidé à accéder à ce livre et d'ailleurs à d'autres livres tout au cours de ces séances fabriquées dans un contexte particulier, puisqu'à Berlin, d'où je les ai préparés, les bibliothèques sont restées très longtemps fermées pendant cette période de confinement. Donc, un grand merci à Marie Tchernia de m'avoir aidé à pouvoir lire les ouvrages nécessaires. Si on entre donc dans ce texte, il nous accueille avec une notice autobiographique de Kentridge que j'aimerais vous lire parce qu'elle est très significative de la manière dont un artiste peut travailler ou non avec une institution comme le Louvre et qui est peut-être une manière, ou qui est évidemment une manière différente de celle de visiteurs simplement intéressés par les arts. Je le lis. La première fois que j'ai quitté Johannesburg pour Paris, j'avais 20 ans. J'ai encore le carnet de croquis que j'avais emporté avec moi. Il contient des dessins de gens assis dans les cafés ou à l'hôtel. Il y a aussi 3 dessins que j'ai faits au Louvre. 2 d'entre eux représentent des babouins égyptiens en granit. Le 3e, un gardien de musée se reposant sur sa chaise. Je ne sais pas trop pourquoi, parmi tous les objets égyptiens, je n'ai dessiné que ces 2 babouins. Peut-être était-ce la surprise de croiser en un lieu si lointain un animal si familier en Afrique du Sud, le babouin, est passé d'Afrique du Sud en Égypte, puis de là en France. Je sais désormais que ces sculptures représentaient en fait le dieu égyptien Baba ou Babi, le scribe des dieux. Le lien avec l'Afrique du Sud est à la fois géographique et temporel. Les babouins sont encore courants ici, en Afrique du Sud, mais ils ont disparu d'Égypte bien avant les pharaons. Les 2 sculptures reposent donc sur un souvenir prédynastique. Ainsi, les babouins étaient-ils pour moi d'une familiarité rassurante. Évidemment, vous ressortiez écrasé d'une visite au Louvre. Le nombre d'objets, l'étendue des collections, la profusion, tout cela rendait nos musées de Johannesburg bien étriqués. Et je crois que c'était l'effet recherché. Tous ces objets, que je n'avais vus qu'en diapo, reproduits dans nos manuels, étaient soudain là, devant moi. Les sculptures et tableaux, qui jusqu'alors avaient tenu sans difficulté sur la page d'un livre, remplissaient tout à coup des galeries immenses. Après les babouins, je n'ai plus rien dessiné au Louvre. Ma visite du musée suivit notre manuel scolaire. Elle commença en Égypte, traversa la Méditerranée par la Grèce, continua vers Rome, s'assit et attendit la Renaissance, avec une brève excursion à Chartres et dans la France gothique. Rendons justice à ces manuels, ils s'aventuraient un peu au Moyen-Orient et en Asie, mais cela ne faisait pas partie de notre programme scolaire, pas plus que de celui de ma visite au Louvre. Dans la tradition, l'histoire de l'art désertait définitivement l'Afrique après la période égyptienne. Tous les vestiges étaient envoyés au musée ethnographique. La question de leur lieu d'exposition, au Louvre, au musée du Quai Branly ou au Bénin, est toujours d'actualité. Par la suite, j'ai toujours voyagé avec des carnets. J'en prends un, en fait toujours le même car la plupart du temps, je reviens sans avoir rien inscrit dessus. J'aurais dû retenir la leçon du Louvre. Le carnet de voyage n'est pas fait pour moi. Quant à ceux que j'ai à l'atelier, ils sont en général remplis de notes et d'expressions, non de dessins.
S'il y en a, ce sont plutôt de simples schémas que de véritables travaux d'interprétation. Un carnet de croquis sert généralement à retenir une impression fugace. Il peut constituer un travail préparatoire à une œuvre plus réfléchie, une façon d'expérimenter une idée ou une image. Dans tous les cas, légèreté et rapidité sont essentielles. L'échelle réduite des dessins est secondaire, le carnet lui-même est secondaire. Ce qui est au cœur du croquis, c'est la pensée rapide, à haute voix. Mes dessins et mes carnets de croquis sont plutôt des représentations de carnets de croquis, des impressions de voyage. Au fond, le véritable carnet, c'est la caméra vidéo. Alors, on est ici face à un texte très court et très riche, où Kentridge, à sa manière de clin d'œil, à sa manière avec un humour froid, ouvre un grand nombre de questions qui nous ont occupés depuis le début. D'abord, la question de « suis-je chez moi ?» et qu'est-ce qui fait que je me sens chez moi ou chez nous dans un musée comme le Louvre. Dans le cas de Kentridge, ce sont des babouins, et je vous montre ici l'un des babouins de granit qu'il a peut-être dessiné, qui fait partie des collections du Louvre. Dans son cas, ce sont ces animaux qui existent encore dans son contemporain à lui, en Afrique du Sud, qui créent un lien avec une institution qui le dépasse par ailleurs, par laquelle il se sent écrasé, comme avait pu déjà l'écrire Paul Valéry dans les années 20. Souvenez-vous, je l'ai souvent cité dans des cours précédents. Donc ici, ce jeune homme dans les années 70, ce jeune africain du Sud, se rattache à ce qu'il connaît et qui fait que l'institution peut lui parler. Il utilise le terme de familiarité rassurante à propos de ces babous. Donc la fameuse question du « chez nous » qui nous occupe depuis si longtemps, de cette citation de Georges Sale, est réglée ici de manière tout à fait différente. Il est chez lui parce il se sent chez lui parce qu'il y a ici des animaux qu'il connaît dans son contexte d'origine. Premièrement. Deuxièmement, il est question de ces manuels scolaires ou du canon de l'histoire de l'art tel qu'il peut le visiter au Louvre. Et il nous fait remarquer, comme en passant, mais c'est une remarque politique évidemment, que l'histoire de l'art telle qu'elle est déclinée dans les manuels scolaires et telle qu'elle est déclinée au Louvre dans les années 70 est une histoire de l'art qui évacue complètement l'Afrique, comme si les arts avaient quitté l'Afrique depuis l'Égypte, dit-il, l'Afrique elle-même étant reléguée au musée d'ethnographie. Deuxième remarque, donc extrêmement intéressante. Et puis troisième remarque sur la généalogie d'une œuvre d'art, sur les carnets comme médium de création. Le carnet étant ici à la fois mis en valeur, décrit et complètement nié, puisque l'artiste signale d'abord qu'il a très peu dessiné au Louvre, en tout cas lors de sa première visite, et secondement que ces carnets souvent restent vides, et il fait la substitution, cette pirouette en fin de texte, sur les caméras vidéo ou les téléphones portables comme substitut de carnet, et on va voir dans quelle mesure cela joue un rôle dans son travail. Donc un texte, à mon sens, passionnant, très riche, et qui fait vraiment, qui rétrospectivement éclaire de manière à nouveau différente les leçons que nous avons menées jusqu'à aujourd'hui. Pour le travail qu'il a été invité à effectuer au Louvre en 2010, Kentridge a, à sa manière habituelle, fait un lien, créer un lien, et c'est vraiment un artiste relationnel, si on veut, créer un lien entre des livres déjà existants, des publications sur lesquelles il dessine au fusain, et sur celle-ci que vous voyez là, un volume de la revue Merveilles de la science consacré aux armes à feu. Sur cette double page, il dessine au fusain, scribe du Louvre qui le regarde. Et Kentridge met ici en rapport plusieurs époques, la sienne d'abord, son regard d'homme du XXIe siècle, l'époque du scribe, et puis ce XIXe siècle, cette période coloniale, ces années 1900, où les armes jouent un si grand rôle, les armes et la science mises en relation, et qu'il tisse ici, dans lesquelles il incruste le scribe accroupi, le musée, la bibliothèque, les armes, la science, et puis peut-être, et peut-être surtout, pour ce qui concerne le scribe, l'écriture ou le dessin comme une arme intellectuelle qui fait concurrence aux armes militaires. Alors, il est intéressant de voir comment, à partir de cette observation d'une œuvre d'art du Louvre et cette appropriation et cette mise en relation, Kentridge va d'étape en étape se le faire sien et devenir d'une certaine manière lui-même le scribe. Sur une autre double page d'une des œuvres qui avait été exposée au Louvre, on voit l'artiste en double,
et vous verrez tout à l'heure pourquoi en double, dessiner lui-même en tailleur, en train de dessiner dans un grand carnet, dans un grand livre de dessin, avec un monocle, et cette représentation de lui-même est apposée sur un registre de comptabilité de mines des années 1900, des premières mines et des plus importantes mines existantes en Afrique du Sud, donc des lieux d'extraction massive. On a souvent évoqué ce terme d'extraction, d'extractionnisme, qu'il met ici en relation avec sa position à lui d'homme dont l'arme est le dessin, le fusain, et d'observateur d'une œuvre d'art au Louvre. Ce sont des œuvres extrêmement riches qui mériteraient qu'on s'y consacre bien davantage. Je passe peut-être trop rapidement, mais il me semble qu'elles éclairent comment l'histoire mondiale du Louvre peut être lue aussi ou écrite aussi par un artiste de manière, donc, avec des formes esthétiques, non pas de manière textuelle, mais comme aussi une histoire politique. En réalité, et on l'a vu tout à l'heure, Kentridge aime fabriquer des vidéos. Il le dit lui-même, ses carnets à lui, ce sont des vidéos. Et pour l'exposition du Louvre en 2010, il a produit un certain nombre de vidéos qu'il appelle des leçons de dessin, qui le mettent en scène lui-même, avec lui-même, 2 fois, et dans des scènes où l'un et l'autre dialoguent. Ce sont des œuvres extrêmement riches qui mériteraient qu'on s'y consacre bien davantage. Je passe peut-être trop rapidement, mais il me semble qu'elles éclairent comment l'histoire mondiale du Louvre peut être lue aussi ou écrite aussi par un artiste de manière, donc, avec des formes esthétiques, non pas de manière textuelle, mais comme aussi une histoire politique. En réalité, et on l'a vu tout à l'heure, Kentridge aime fabriquer des vidéos. Il le dit lui-même, ses carnets à lui, ce sont des vidéos. Et pour l'exposition du Louvre en 2010, il a produit un certain nombre de vidéos qu'il appelle des leçons de dessin, qui le mettent en scène lui-même, avec lui-même, 2 fois, et dans des scènes où l'un et l'autre dialoguent souvent ensemble. Vous voyez ici, extrait du catalogue, quelques scènes du carnet d'Égypte consacré aux scribes, une petite vidéo, une courte vidéo de 6 minutes, où les 2 scribes, les Kentridge devenus scribes égyptiens, s'entretiennent. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment, après ce moment d'appropriation par le corps, le phersien de l'Antiquité égyptienne, non plutôt bien précisément du scribe dit accroupi. Donc Kentridge fait sien cette œuvre, et l'œuvre elle-même, la nouvelle œuvre qu'il a générée, cette fécondation, prend place à son tour dans les salles du Louvre, puisque la projection a été faite à l'époque de l'exposition dans la chambre à l'alcôve, ou de l'alcôve, qui est l'une des pièces de l'aile Sully, dans laquelle se trouve une alcôve que Kentridge, qui est initialement un homme de théâtre, utilise comme un petit théâtre. Et je zoome sur l'une des scènes de ce film où on sent bien, même si elle est inanimée ici, le dialogue qui est en train de se produire. Donc non seulement avec l'œuvre d'art ancienne, mais entre les 2 Kentridge qui négocient ici leur position de scribe, d'artiste à l'intérieur du Louvre, et en particulier ici dans la chambre royale. À propos de ces petites vidéos, Kentridge explique lui-même la chose suivante, je le lis. Cette série ouverte constitue les Drawing Lessons. Je n'attends d'aucun de ces films qu'ils montrent comment on dessine au fusain, bien que ce ne soit pas non plus exclu. Ils sont simplement censés montrer au public et découvrir pour moi-même le mécanisme et l'énergie qui précèdent à la naissance d'une image ou d'une œuvre. Ils suivent une impulsion jusqu'à sa brève éclosion et reprennent leur ouvrage pour la construction suivante. En ce sens, ils fonctionnent aussi de manière cumulative, comme un carnet d'esquisses dont la plupart seront abandonnées, mais dont quelques-unes auront une suite. Alors, ce texte est intéressant parce qu'il montre précisément ce moment de l'éclosion d'une chose nouvelle, sa germination, et parmi les projets manifestement abandonnés par Kentridge, mais documentés dans le catalogue, il y a une vidéo dont, à ma connaissance, il n'existe pas de tournage, en tout cas, ils n'ont pas été publiés, mais le texte est reproduit, le dialogue entre les 2 Kentridge est reproduit dans le catalogue, et j'aimerais vous le lire ici, puisque il me semble faire particulièrement écho à mes travaux et puis à ceux qui nous ont occupés ces dernières semaines. Il s'agit de la question de la restitution des œuvres d'art
qui ont pu arriver dans des musées occidentaux. Drawing lesson numéro 47, une table sur laquelle sont posés le masque funéraire du roi Amenhotep II et une statue de la reine Hatshepsut. WK1 est debout, William Kentridge. WK2 est assis sur la table. Tous deux étudient les sculptures. WK2, il faut les rendre. WK1, il faut les laisser où elles sont. WK2, renvoie-les d'où elles viennent. WK1, à vendeur consentant, acheteur consentant. Les deux ensemble. Nous ne sommes pas naïfs à ce point. Je suis bien d'accord, nous ne sommes pas naïfs à ce point. WK1, toutes les madones en Italie, toutes les momies en Égypte. WK2, chaque chose à sa place. WK1, Dieu soit loué pour tout ce qui n'est pas à sa place, pour les malentendus fructueux, les erreurs de traduction, les habiles sauts de l'objet aux conjectures, aux hypothèses, aux faits à demi compris. WK2, la glace est fort mince sous tes pieds. WK1, mais je vais vite, je ne fais qu'effleurer la surface. WK2, rends-les à leur propriétaire. WK1, introuvable. Un gouvernement, un parti politique, un parti national, une identité nationale qu'on inventerait pour l'occasion. Les deux ensemble se coupant la parole. Rendons ces objets, gardons ces objets, ici leurs objets, là-bas les nôtres. WK3 entre, agitant un drapeau et jouant de la trompette. Il sort, suivi de WK1 et WK2. Les sculptures restent sur la table. Très beau texte, me semble-t-il, dialogue d'un homme avec lui-même sur la complexité de ces questions d'appropriation matérielle des cultures, de ce qu'on a pu définir comme soi-même ou comme les autres, questions de très grande actualité. Peut-être que William Kentridge a considéré que ce dialogue était soit trop politique, soit pas assez politique. Ça explique peut-être qu'il n'ait pas été tourné, à moins que mes recherches n'aient pas été assez approfondie pour trouver cette vidéo, la vidéo décrite ici, qui montre toute la difficulté qu'il y a à répondre à une question aussi sensible et de plus en plus sensible et qui constitue sans doute la grande affaire du XXIe siècle pour les grands musées qui se sont constitués dans les différentes époques coloniales que nous avons évoquées lors des séances précédentes. Nous avons évoqué rapidement dans le premier volet intitulé « Œil pour œil » la puissance de germination que pouvait représenter un musée comme le Louvre, de germination transnationale et transtemporelle d'une certaine manière. Dans le deuxième volet, évoqué le cas d'un artiste spécifique et nous sommes entrés de manière trop rapide évidemment dans la manière dont un artiste comme William Kentridge peut s'approprier certaines œuvres de l'Antiquité égyptienne dans le cas qui était celui de son exposition de 2010 au Louvre, se les approprier et les mettre en relation d'une part avec l'histoire de son propre pays, l'Afrique du Sud, mais aussi avec l'histoire des sciences et des publications, notamment du 19e siècle sur les armes, donc avec l'histoire coloniale, pour dire les choses rapidement. Et puis, maintenant, je voudrais montrer comment, toujours dans le cadre de la politique menée par Henri Loiret dans les années 2010 pour ouvrir le Louvre à des mondes au pluriel qu'il avait trop longtemps exclus, je voudrais évoquer l'invitation de Toni Morrison, à la grande romancière américaine Toni Morrison, en 2006, de venir être la commissaire d'une exposition au Louvre. Et la raison pour laquelle je voudrais terminer aussi cette série de leçons avec Toni Morrison est liée au fait que depuis le début, nous nous intéressons à la part de l'étranger dans le musée. Souvenez-vous que nous avions constaté qu'au début du 19e siècle, au milieu du 19e siècle, les étrangers étaient très bienvenus, qu'ils pouvaient venir tous les jours. Le musée Napoléon affirmait autour de 1800 que il est le lieu où toutes les parties du monde sont venues se rassembler. Et puis que au XXe siècle, ce musée, de plus en plus, était devenu un musée qui se définissait lui-même comme un musée, disons, de l'Occident chrétien, du chez nous, comme le disait Georges Sand.
Alors, ce qui est très intéressant dans le travail qu'a mené Toni Morrison au Louvre, c'est qu'elle s'est précisément intéressée à la question de l'extranéité, de l'étranger, du chez-nous. Le titre du travail qu'elle a mené au Louvre sous forme d'un cycle de conférences, d'une exposition ou de parcours dans le Louvre, de colloques, de films montrés à l'auditorium, le titre de cet ensemble était « Étranger chez soi et avec un jeu de mots sur lequel on reviendra tout à l'heure en anglais. Alors, Toni Morrison, tout le monde la connaît probablement. Elle a reçu le prix Nobel de littérature au milieu des années 1990. Vous la voyez ici lors de la remise de ce prix à Stockholm. Et elle est venue, elle s'est investie au Louvre pendant longtemps pour travailler sur cette question donc de l'étranger chez soi, mais l'étranger, bien sûr, au Louvre. Son travail a fait l'objet d'une documentation, d'un volume, de texte d'une part, et je remercie une fois de plus Marie Tchernia de m'en avoir envoyé une copie. Et par ailleurs, quelques années plus tard, a été monté un film documentaire, notamment mené par le fils de Toni Morrison, avec ses interventions du Louvre, film documentaire intitulé « Étranger chez soi, Toni Morrison au Louvre ». The title and subject of this project, The Foreigner's Home, holds two meanings that are available in English. The dual meaning is deliberate. The foreigner's own home, memory, and ancestry, and the foreigner is home, citizenship, and belonging. The theme, therefore, requires us to come to terms with being, fearing, or accommodating the stranger. Dans sa conférence inaugurale, qui est reproduite en langue française dans le volume que je viens de montrer, Toni Morrison explique pourquoi elle a voulu travailler sur la question de l'étranger au Louvre. Elle insiste sur le fait que les migrations, le fait d'être en exil, de devoir s'adapter, s'intégrer, sont une constante, un motif constant dans la littérature américaine et dans l'histoire mondiale des années 2000 dans lesquelles elle vit, et elle part au Louvre sur la trace de ce concept d'étranger. Elle tente, dans l'institution, de faire parler des œuvres de ces questions-là. Elle écrit notamment « Je fus séduite par l'occasion qui m'était donnée, en tant que conservateur invité du musée du Louvre, de prolonger mes recherches sur les étrangers dans des domaines autres que la littérature, d'explorer et d'examiner les ramifications liées à la notion d'étranger, anxiété, rage, solitude, ayant infiltré des cultures et des arts différents et plus anciens, aussi bien que contemporains. La chance rare m'était là offerte d'en découvrir plus sur la manière dont les concepts de chez-soi et d'éloignement, d'appartenance et d'exil, d'intégration et de marginalisation se trouvaient ou pouvaient se trouver révélés ou voilés dans l'Antiquité, dans les beaux-arts ou dans l'art moderne. » Et à vrai dire, on peut dire que le travail qu'elle a mené, même s'il porte sur des œuvres d'art, prend en compte le musée lui-même, et c'est ce que j'ai essayé de montrer dans tous les cours qu'on a eu jusqu'à maintenant, le musée lui-même comme lieu de production du chez-soi ou de l'étranger. On l'a vu à de nombreuses reprises. Alors dans son cas, Toni Morrison s'est intéressée notamment à la question de l'étranger dans les différents départements du Louvre. Je vous montre ici quelques-unes des œuvres qui lui ont servi en coopération avec les conservatrices et les conservateurs du Louvre à élaborer son propos. Un propos qui porte sur notamment le statut des femmes dans la Grèce antique, étrangères en leur propre pays. Et vous voyez ici un vase double avec non seulement une femme, mais deux femmes, l'une blanche, l'autre noire, dans ce contexte grec. Je vous renvoie, si vous voulez en savoir davantage, à l'article intitulé « Quelques images de la femme dans la cité grecque » de Juliette Beck, dans le catalogue évoqué tout à l'heure. Par ailleurs, Toni Morrison, en coopération donc avec les conservatrices et conservateurs du Louvre, a mené une recherche sur le statut d'étranger dans l'Égypte ancienne. Et je vous montre ici une pièce qui montre des bédouins mourant dans le désert à l'extrémité, aux frontières extrêmes de l'Égypte. Et elle s'est intéressée au sort réservé aux populations déportées lors des guerres d'Assurbanipal. Vous voyez sur ce fragment des familles en train d'être déportées. Ce travail-là, elle l'a mené en coopération avec Elisabeth Fontan, qui
a publié dans le recueil que j'évoquais un article intitulé « Étrangers dans l'Empire assyrien ». Donc ici, on voit d'une part comment Toni Morrison fait parler les œuvres du Louvre de manière politique. Elle ne va pas y chercher une impulsion esthétique, mais bien une impulsion politique. Et elle le fait aussi en faisant entrer dans le Louvre des publics ou des formes d'art qui n'y étaient peut-être pas familières jusqu'alors, notamment des slameurs. Je vous montre ici un très court extrait du film documentaire que j'ai cité tout à l'heure, où vous voyez le type d'intervention qui a pu avoir lieu devant les toiles du Louvre. Le radeau de la Méduse de Géricault constituant la pièce à partir de laquelle Toni Morrison elle-même a élaboré son propos. Qu'est-ce que c'est étranger chez soi? Qu'est-ce que c'est? Apparemment, l'écrivaine a posé la question en tant que black américain. Moi, je ne peux pas traiter cette question de la sorte. Je ne suis pas né ici. Mais ce que je peux dire, je suis chez moi n'importe où. Je suis chez moi quand je peux être en paix. Entre la peinture et l'écriture, entre les Khmers rouges et la déconfiture, entre Delacroix et moi, les massacres tachent nos doigts. Entre l'oubli et la poésie, entre les gens couchés ou assis, entre les turbans et les cramas, les massacres dressent leurs mâts. Entre le passé et le futur, entre l'érotisme et la torture, entre Emmanuel et les bombes, on massacre le temps dans sa tombe. Quand j'étais dans le ventre de ma mère. Après cet extrait très puissant et peut-être inhabituel pour le Louvre, et pourtant déjà ancien, puisque ces interventions ont eu lieu en 2006, c'est-à-dire il y a bientôt 15 ans, et leur actualité est évidemment encore plus grande peut-être qu'il y a 15 ans. Après donc cet extrait, je voudrais simplement en quelques mots redire combien un musée comme le Louvre n'est pas seulement un dépositaire d'œuvres d'art qui raconte ces différentes histoires politiques et une multiplicité d'autres histoires qu'on pourrait aller y chercher, donc non seulement sur les minorités, sur les étrangers, sur les déportations, sur les exils, mais également sur la femme, on l'a vu, on pourrait y chercher le statut de l'enfant, la représentation de toute autre d'autres formes d'injustice sociale, de violence, de tête coupée, etc., qui rappellent notre époque contemporaine. Donc non seulement un musée comme le Louvre, quand on pense son histoire mondiale, est un réservoir d'œuvres, mais le Louvre lui-même, comme institution, le musée en général, est un lieu d'inclusion et d'exclusion, de définition, ce qui est chez nous et ce qui n'est pas chez nous, ce qui doit nous être familier et ce qui ne l'est pas, comme on l'a vu tout au long des séances. Et pour terminer, d'abord, je voudrais remercier à l'issue de ces nombreux cours les équipes du Collège de France pour leur appui, remercier à nouveau Marie Tchernia pour le sien et pour terminer, je vous invite à aller consulter en ligne le 25 juin 2021 le colloque Le musée comme archive que nous avons organisé en coopération avec le Musée du Louvre et le Collège de France. Et je vous remercie de votre attention.